Donc, juste pour donner un petit contexte, donc je suis donc doctorant au sein du Centre François Viette donc de Data Santé et je travaille sur la question du diagnostic en médecine et plus particulièrement sur la question de la disparition du diagnostic et des possibilités de traitement sans diagnostic. Pour cela, je travaille au sein de l'Institut du Thorax, donc, qui est un laboratoire de sciences biomédicales qui est à Nantes, juste un peu plus loin sur les bords de Loire. Et j'étudie la manière dont eux travaillent sur une maladie ou un syndrome particulier qui s'appelle le syndrome de Brugada, qui est un syndrome cardiaque considéré comme maladie rare, dont finalement le symptôme principal ou un des premiers à apparaître est la mort subite. Donc c'est pour ça qu'il y a des travaux là-dessus, c'est que la prise en charge des patients doit être la plus précoce possible parce que si on ne le détecte pas à temps, le patient a une chance non négligeable de mourir, même si il existe ce qu'on appelle des morts subites avortées, où en fait on va avoir des fibrillations ventriculaires qui vont pouvoir être par chance rattrapées ou se calmer d'elles-mêmes. Donc ça, c'est voilà un petit peu l'histoire de la thèse. Donc de quoi je vais vous parler aujourd'hui? Je dis la première partie, petit récapitulatif sur Brugada et sur les Middle Range Theories. Pourquoi? Parce que c'était ce sur quoi portait la dernière présentation que j'avais faite à Data Santé et qui est finalement le point de départ de la présentation d'aujourd'hui. Ne vous inquiétez pas, je vais rappeler donc ce qui a été dit pour que tout le monde puisse voir où est-ce que j'essaye de vous amener aujourd'hui. La deuxième partie, donc, elle a porté sur la question des modèles dans Brugada et dans la recherche sur Brugada. Alors on verra pourquoi modèle, ça sera expliqué dans la première partie. Mais je tiens à dire, c'est que s'il y a séparation entre les modèles de Brugada et en fait dans la définition de Brugada et en recherche sur Brugada, c'est qu'il n'y a pas équivalence absolue dans les modèles utilisés sur ces deux questions-là. Enfin, la troisième partie, ce sera des Middle Range Series aux exemplaires et je vais essayer de montrer comment raisonnent les médecins ou plutôt les scientifiques qui travaillent dans les sciences biomédicales, pourquoi il y a ce raisonnement peut être assimilé finalement à de la recherche de patterns et ça nous amener à la fois au raisonnement clinique du médecin qui est devant son patient, mais aussi à un outil Big Data qui est Connectivity Map et qui est un outil qui est utilisé au sein de l'Institut du Thorax pour travailler sur le syndrome de Brugada. Donc, récapitulatif sur les problèmes que rencontre Brugada. D'abord sur Brugada. Le syndrome de Brugada, comme je l'ai dit, c'est un syndrome cardiaque rare, donc, qui touche principalement des populations d'Asie du Sud-Est. Il est étudié ici à Nantes parce que Nantes est le centre de référence sur les maladies cardiaques rares. Donc, tous les cas de syndrome de Brugada français en fait, sont envoyés à Nantes pour le suivi. Donc ça d'un point de vue clinique. Donc il est évident que les informations sont présentes et les laboratoires travaillent sur cette cohorte finalement qui a été construite. Donc c'est pour cela qu'on retrouve ça à Nantes. Alors, le syndrome de Brugada, il est défini selon 3 caractéristiques. En fait, c'est une définition que l'on retrouve dans la totalité, ou je dirais la quasi-totalité, parce qu'on pourra peut-être toujours trouver un contre-exemple, mais dans 99% des articles de la littérature sur le syndrome de Brugada, il est présenté en une phrase qui dit « Le syndrome de Brugada, c'est une maladie génétique rare qui est diagnostiquée en présence d'un électrocardiogramme particulier qui est dit de type 1 et qui est caractérisé par une surélévation du segment ST, donc c'est-à-dire
sur l'électrocardiogramme, comme vous pouvez le voir si vous avez déjà eu l'occasion de faire un électrocardiogramme chez votre médecin, vous verrez que sur une des courbes, la manière dont retombe la courbe, ça va être un peu surélevé. Et cet électrocardiogramme et cette maladie se présentent sur un cœur qui est dit sain. Qu'est-ce que ça veut dire un cœur sain? Ça veut dire que d'un point de vue physiologique, le cœur correspond au cœur d'une personne qui serait considérée comme non malade, donc d'une personne saine. Il n'y a pas de problème structurel sur le cœur d'un patient Brugada. En tout cas, ça c'est la théorie. C'est la définition du syndrome de Brugada. Mais si on regarde d'un peu plus près la littérature, même si tous les articles présentent le syndrome de Brugada de cette manière-là, en fait, on prend conscience que ces caractéristiques-là ne sont pas aussi sûres et certaines qu'elles sont présentées dans l'abstract de l'article, c'est dans la présentation générale. Bon, si on reprend la question du cœur sain, on se rend compte que de plus en plus, avec des nouveaux outils qui permettent d'obtenir des images de plus grande précision, que la structure du cœur n'est peut-être pas aussi saine qu'il y paraît. On va retrouver certaines caractéristiques sur les tissus qui font que il n'y a plus réellement équivalence, ou en tout cas pas chez tous les patients, une équivalence entre le cœur d'un patient Brugada et le cœur d'une personne considérée comme saine. De même, pour l'électrocardiogramme, c'est un électrocardiogramme, l'électrocardiogramme de type 1 sur le syndrome de Brugada. Il est tellement caractéristique d'une certaine manière que dans les rapports de consensus sur le diagnostic de Brugada, le seul outil permettant de diagnostiquer ce syndrome chez un patient, c'est la présence de cet électrocardiogramme de type 1 qui est considéré comme caractéristique. Là encore, cette importance de l'électrocardiogramme est peut-être à nuancer, notamment parce qu'il existe des phénocopies de Brugada, c'est-à-dire des possibilités d'apparition de cet électrocardiogramme, alors que pour le médecin, on ne va pas le classer dans le groupe des patients ayant le syndrome de Brugada. Donc, on considère qu'il peut y avoir apparition de l'électrocardiogramme sans forcément avoir présence du syndrome de Brugada derrière. Donc, cette caractéristique qui était censée être finalement la pierre sur laquelle se construit le syndrome de Brugada, puisque même d'un point de vue historique, c'est là-dessus que s'est construit le syndrome de Brugada, puisque c'est ce qui a permis dans l'article de 1992 des frères de Brugada de spécifier le syndrome de Brugada par rapport aux autres maladies cardiaques qui étaient déjà existantes à l'époque, en 92. Donc le concept de syndrome de Brugada s'est construit autour de cet électrocardiogramme. Et de plus, c'est un signe diagnostique. Donc là encore, il perd un petit peu de sa force, et notamment depuis le début des années 2010 et finalement la mise en avant de ces phénocopies. Enfin, la troisième partie, qui est la partie génétique, puisque le syndrome de Brugada est toujours présenté comme une maladie cardiaque génétique, puisque aussi c'est la découverte des mutations sur un gène particulier qui s'appelle le gène NCN5A qui a permis de finalement affermir la position du syndrome de Brugada au sein des communautés médicales et scientifiques. C'est-à-dire que jusqu'en 1998, même si le syndrome avait été découvert, ou en tout cas un premier article avait été publié en 1992, les communautés à la fois médicales et scientifiques ne se prononçaient pas, n'avaient pas fait le choix sur est-ce que nous étions en présence d'un syndrome en particulier ou est-ce que nous étions en présence de cas intéressants d'autres maladies cardiaques, de cas particuliers finalement. Donc jusqu'à cette découverte de mutations sur le gène NCN5A, le syndrome de Brugada n'est pas encore une entité médicale à part entière. C'est possiblement juste des cas particuliers d'autres entités médicales. Là encore,
cette importance de la génétique est à questionner, notamment parce que, comme on peut le voir, c'est une faible pénétrance et une faible prévalence. Autrement dit, on peut avoir des mutations sur SN5A. Aujourd'hui, je parlerai principalement de SN5A. Il y a d'autres gènes, mais il est tellement présent par rapport aux autres qui sont totalement négligeables qu'on peut se concentrer sur SN5A quand on parle de génétique de Brugada. Donc, on peut avoir SN5A et ne pas avoir Brugada, et autrement, on peut avoir Brugada et ne pas avoir de mutation sur SN5A. Donc, finalement, la génétique dans sa totalité, aujourd'hui, n'explique que 20% des cas du syndrome de Brugada. Alors, la question qui se pose, ou en tout cas la question que je me pose, c'est comment on peut comprendre que cette définition soit toujours acceptée par la communauté médicale et par la communauté scientifique. Alors que, peut-être naïvement, on pourrait se dire que si on a une définition qui s'appuie sur 3 caractéristiques qui sont présentées comme fiables et qu'aucune de ces 3 caractéristiques, après analyse de la littérature, est fiable, il serait peut-être intéressant ou logique de remettre en question cette définition. De fait, cette définition tient encore dans les deux milieux que sont le milieu médical et le milieu scientifique. Alors pour essayer de répondre à cette question-là, je pose un postulat de départ qui est probablement critiquable, mais qui, à mon sens, est aussi défendable, et le fait que la définition d'une maladie est une théorie biomédicale. Alors, qu'est-ce que j'entends par la définition d'une maladie? Ce n'est pas la définition de la maladie, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est qu'être malade, qu'est-ce que c'est qu'être en bonne santé ou que ne pas être en bonne santé. Ce n'est pas ces questions-là, c'est qu'est-ce que c'est que la définition d'une maladie X, quelle qu'elle soit. Donc, en tout cas, il me semble que ce postulat de départ tient pour le syndrome de Brugada, probablement pour les syndromes sur lesquels la recherche est encore en train de travailler et sur les maladies rares. Une fois ce postulat de départ posé, il nous faut donc se questionner sur comment sont structurées les théories biomédicales, pour dire comment elles peuvent accepter finalement une telle flexibilité qui est celle d'avoir des caractéristiques, se baser sur des caractéristiques qui sont remises en question par la communauté. Pour cela, une des approches qui me paraît la plus intéressante, c'est celle qui est proposée par Schaffner dans un de ses articles et qui nous dit la plupart des théories biomédicales peuvent être caractérisées comme une série de modèles temporels interlevels qui se superposent. Ces séries, c'est ce qu'il appelle des middle range theories, ces théories. Alors, ça mérite explication pour essayer de comprendre un petit peu ces mots qui ne sont pas forcément évidents dans le langage courant. Pourquoi middle range theory? Alors, le terme de middle range, il vient d'où? Il vient de l'idée qu'on retrouve chez Schaffner que les théories biomédicales se situent sur une ligne, on pourrait dire, ou avec à une de ses extrémités la biochimie, qui aurait des lois universelles, puisque c'est cette question-là sur laquelle on va venir, et de l'autre côté, les théories de l'évolution, ou la théorie de l'évolution, présentée de manière naïvement, qui là aussi pourrait avoir valeur universelle. Donc, on a ces deux extrêmes, qui sont aussi finalement des deux extrêmes d'un point de vue de niveau d'agrégation, c'est-à-dire qu'on va partir de l'extrêmement petit qui va être au niveau de la biochimie pour aller au niveau des espèces qui va être la théorie de l'évolution, et les théories biomédicales se trouvent entre ces deux pôles et c'est pour ça qu'elles sont middle range. Le nom étant expliqué,
la question est de comprendre ce qu'il entend par cette série finalement de modèles qui sont temporels, qui sont interlevels et qui se superposent. Alors pourquoi temporels? Parce que ces modèles, ils sont formés de quoi? Ils sont formés d'entités qui subissent un processus. Or, s'il y a processus, il y a dans le modèle une théorie d'écoulement du temps pour qu'on puisse avoir les différentes étapes du processus. C'est ce qu'il entend par temporel. Qu'est-ce qu'il entend par interlevel? C'est finalement, on reprend un petit peu cette différence entre le début d'agrégation de la biochimie et la fin de l'agrégation qui serait la théorie de l'évolution, cette idée qu'on va pouvoir classer en termes d'échelle de taille finalement. Alors, il ne le fait pas par échelle de taille, ce qu'il propose c'est de dire qu'une entité est considérée comme au niveau n plus 1 par rapport à une deuxième entité si certaines de ses parties contiennent les entités du niveau précédent. Donc c'est ce qu'il attend par interlevel et en fait d'une manière peut-être plus simple à comprendre et que l'on pourrait utiliser dans la vie de tous les jours, c'est qu'on va se dire on va passer de la molécule, on va pouvoir parler après de la cellule, du tissu, de l'organe, etc., etc. Et donc c'est là où il dit ces théories en fait elles traversent ces différents niveaux d'agrégation des entités biologiques. Et pourquoi overlapping? C'est-à-dire que l'idée, c'est que ce n'est pas un modèle dans une théorie, c'est un ensemble de modèles qui vont expliquer chacun une chose particulière et qui vont se superposer pour répondre à un problème. Alors, la question qui se pose maintenant que ceci a été précisé, c'est quels sont les différents modèles qu'on va pouvoir retrouver dans Brugada. Si on considère que le syndrome de Brugada, la définition du syndrome de Brugada est une théorie biomédicale, alors on va retrouver dans ce que compose Brugada un ensemble de modèles qui se superposent, qui sont en interlevel, etc., etc. Quels sont ces modèles? Alors pour moi, c'est une liste non exhaustive, mais pour moi les principaux sont le modèle génétique. Qu'est-ce que c'est que le modèle génétique? En fait, ce sont les théories de la génétique de manière générale. Un modèle génétique en lien avec SCN5A, c'est-à-dire toutes les connaissances que l'on a en génétique sur le gène SCN5A. Donc, par exemple, qu'est-ce qu'il code d'une certaine manière? Donc, comment il réagit avec les gènes qui sont autour de lui. Donc ça va être un modèle de compréhension du fonctionnement du gène SCN5A. On va avoir à un niveau supérieur le modèle cellulaire cardiaque, donc sur ce que c'est qu'un cardiomyocyte. Ça comprend aussi notamment les échanges au niveau cellulaire entre les différents cardiomyocytes. Donc là, on a vraiment un modèle qui serait de la biologie cellulaire. On va avoir les modèles tissulaires cardiaques, puisque on a vu que sur Brugada, on considère que la structure du cœur est sain, mais donc que les tissus qui forment cette structure sont sains. Qu'est-ce que c'est qu'avoir un tissu sain au niveau du cœur? On va avoir un modèle électrique qui sera général, c'est-à-dire comment fonctionne l'électricité au niveau de l'organe. On va avoir un modèle qui dit organique, en fait c'est peut-être physiologique du cœur, comment est-ce qu'il bat, les transmissions du sang, pourquoi lorsqu'il y a fibrillation ventriculaire, on va avoir une perte de fonctionnement de l'organe. Modèle du système cardiovasculaire et modèle général du corps humain. On voit bien que certains de ces modèles-là ne sont pas problématiques, ne sont pas spécifiques évidemment au syndrome de Brugada, mais par contre constituent la compréhension finalement du syndrome de Brugada. On voit aussi que s'ils se superposent, c'est aussi qu'ils se croisent. Je peux prendre l'exemple ici du modèle électrique et du modèle cellulaire cardiaque.
la compréhension de l'électricité du cœur, finalement, elle est aussi liée à la compréhension des échanges des ions au niveau des cardiomyocytes. Donc, pour moi, l'objectif idéal de la construction d'un syndrome ou la définition d'un syndrome ou d'une maladie de cette manière-là, c'est de proposer une explication, c'est-à-dire un ensemble de processus qui seront mécanistiques, de l'apparition des symptômes du syndrome. Donc, finalement, de pourquoi c'est une maladie. Ça, c'est les modèles qui sont utilisés pour expliquer, pour donner une définition du syndrome de Brugada. Comme je l'ai dit au début, ce n'est pas équivalent aux modèles qui sont utilisés pour travailler sur le syndrome de Brugada. Pourquoi? On va le voir, l'objectif n'étant pas atteint, l'objectif idéal d'avoir une explication mécanistique, on va se rendre compte qu'il n'y a pas donc équivalence entre ces différents modèles, notamment parce qu'on a besoin d'autres modèles pour étudier le syndrome de Brugada, lesquels, notamment les modèles sur les cellules pluripotentes induites et les cellules pluripotentes induites transformées en cardiomyocytes. Donc là, c'est nécessaire pour la pratique, pour la recherche scientifique, c'est-à-dire que on n'inclut pas les cellules pluripotentes induites dans le syndrome de Brugada puisque, a priori, elles ne jouent pas de rôle dans le syndrome de Brugada. Néanmoins, pour l'étude du syndrome de Brugada, parce qu'il est difficile d'avoir accès à des cellules cardiaques directement, puisque ce sont des cellules qui sont difficiles à extraire des patients, tout simplement. Donc, les chercheurs n'y ont pas accès. Ils sont obligés de trouver un moyen détourné pour y avoir accès, et pour cela, ils vont finalement reprogrammer des cellules, qui ne sont pas des cellules cardiaques, en cellules cardiaques. Or, ce modèle-là, dans la recherche du syndrome de Brugada, il a une place importante, tout du moins au sein de l'Institut du thorax, parce que sans ces cellules-là, la plupart des études ne peuvent pas être faites. Or, s'il y a un problème sur ce modèle-là, si ce modèle-là ne correspond pas tout à fait, on va avoir des problèmes au niveau de la recherche. De même, je parlais du modèle transcriptomique. Pourquoi le modèle transcriptomique? En fait, la transcriptomique, c'est-à-dire au niveau des ARN, de la transcription des ARN qui est dans les cardiomyocytes. Donc ce n'est pas directement de l'ADN, c'est une fois que cet ADN est lu et transcrit en ARN. Il ne fait pas partie du syndrome de Brugada. Pourquoi? Parce que le statut des ARN dans une cellule cardiaque du cœur d'un patient du syndrome de Brugada n'entre pas dans la définition du syndrome de Brugada. La partie génétique, oui, on l'a vu. La partie transcriptomique, non. Pourtant, aujourd'hui, on s'intéresse fortement à la transcriptomique sur le syndrome de Brugada, principalement parce qu'il y a un constat d'échec sur les recherches purement génétiques et génomiques. Il en va de même sur le modèle épigénétique et de même sur les single cells. Alors les single cells, c'est un peu particulier, ça va être une méthode d'étude, c'est-à-dire que on pourrait se dire sur la transcriptomique, sur les travaux qui ont été faits au sein de l'Institut du thorax, on n'arrive pas à avoir une différenciation finalement entre la cellule cardiaque d'un patient et entre une cellule cardiaque saine. Et une de ces raisons-là serait justement une non prise en compte suffisante de la temporalité au sein des cellules. C'est-à-dire que dans les méthodes utilisées, dans les techniques utilisées pour faire des études transcriptomiques, on va avoir un certain nombre de cellules dont on va mesurer finalement le taux d'ARN pour tel et tel gène à l'intérieur de la cellule, mais on n'aura pas connaissance pour chaque cellule du nombre d'ARN. On aura la connaissance de la moyenne finalement des cellules qui sont étudiées. Or, ça peut fausser les résultats si l'expression génétique qui pourrait être à la base du syndrome de Brugada était variable au sein de la cellule. D'où ces questions de temporalité et d'où, à mon sens, l'importance finalement des processus, de la notion de processus et de temporalité au sein de la création des modèles permettant d'avoir les théories.
Alors, où est-ce que ça nous amène tout cela? Ça va nous amener, en tout cas selon Schaffner, à mettre en avant un certain type de raisonnement que l'on retrouve dans les sciences biomédicales. Ce qui nous dit, c'est que ma position, c'est que avec finalement ce grand nombre d'exemplaires qui sont partagés est plus importante finalement dans les sciences biomédicales que dans les sciences physiques, parce que les théories biomédicales ont un problème au niveau de la généralisation, c'est-à-dire n'arrivent pas à avoir de loi dite universelle. Et donc, le fonctionnement, le raisonnement se fait sous forme de ce qu'il appelle exemplaire. Donc, en fait, qu'est-ce que c'est qu'un exemplaire? On le verra. C'est un exemple qui est partagé par l'ensemble de la communauté et qui permet après d'appliquer à travers la recherche de patterns cet exemple à d'autres cas qui sont différents. Donc, l'idée, c'est que puisqu'il n'y a pas de l'universel ou même de loi générale, on va avoir un mode de raisonnement qui est celui, d'une certaine manière, de la reconnaissance de patterns. Donc, ce que met principalement en avant Schaffner, c'est l'importance du rôle de l'analogie dans ces exemplaires. C'est-à-dire que la réflexion et le raisonnement dans les sciences biomédicales, à la fois côté recherche, mais aussi côté clinique, se fait sous forme de pattern, et non pas sous forme qu'on pourrait dire classique, déductive ou hypothético-déductive. Donc c'est bien ces analogies positives, il nous dit, qui permettent de tenir ces familles de modèles et donc finalement de construire ces théories. C'est-à-dire que dans le cœur même des théories biomédicales, c'est la notion d'analogie qui fait qu'on va garder la structure de la théorie. C'est elle qui maintient les différents modèles dont on a parlé tout à l'heure ensemble et qui permet, au lieu d'avoir juste une suite de modèles, de l'assembler en théorie. Alors, quelles sont les conséquences pour la clinique? Ce qu'il nous dit. There is a focus in the individual patient, and generalization such as disease are utilized to assist in prevention, prognosis, and therapy. The individual patient is a clinical exemplar of a disease or a pathological process. Clinicians bring to the examination of individual patients a repository of classificatory or nosological generalization, as well as a grounding in the basic science of biochemistry, histology, physiology, and the pathological variants of the normal or healthy process. A theory in pathology can be construed as a family of models, each with something wrong with the normal or healthy process. Such a set of overlapping or smear-out models is then juxtaposed, often in a fairly loose way, with an overlapping or smear-out set of patient exemplars. This dual smearedness typically requires that the clinician works extensively with analogical reasoning and with qualitative and at best comparative connecting pathophysiological principles. Donc, on voit bien qu'on a deux familles de modèles qui sont utilisés dans la clinique. La première famille qui serait les théories biomédicales, et la deuxième qui serait les groupes de patients qui appellent les patients exemplaires. Il nous dit qu'on retrouve ça dans la prévention, dans le pronostic. Je pense qu'on peut associer ça aussi au diagnostic. Enfin, pour terminer, je pense que cet exemplar reasoning qui est mis en avant par la structure finalement des théories mêmes est un outil intéressant pour comprendre Connectivity Map. Donc Connectivity Map, je rappelle pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est un outil qui est utilisé pour comparer des signatures génétiques. Autrement dit, c'est-à-dire une signatures génétiques, c'est-à-dire l'ensemble dans une cellule de mèmes qui sont up ou down, c'est-à-dire dont la transcription est sur ou sous-élevée par rapport à une cellule témoin. Et ces signatures-là peuvent être comparées à ce que va
amener le chercheur ou le médecin avec un autre perturbagène, donc là, la maladie. Et donc on a une grande base de données et on a des outils permettant de comparer le set de données des chercheurs et les sets de données de la Connectivity Map. Or, cette comparaison-là, c'est clairement la mise en avant pour moi d'un raisonnement sous forme d'analogie, en fait. C'est-à-dire, c'est puisque vous avez tel et tel gène qui va être surtranscrit ou sous-transcrit, nous, on va pouvoir vous proposer telle ou telle molécule qui sont elles aussi surtranscrites, sous-transcrites. Peut-être qu'avec ça, vous pouvez trouver soit une voie biologique qui expliquerait, soit tout simplement compenser et soigner le patient à l'aide de la molécule que je vous propose. Donc, ça me permet aussi, je pense, d'expliquer pourquoi on retrouve dans la communauté des sciences biomédicales un intérêt pour ces technologies-là, parce qu'en fait, il y a une correspondance avec la manière dont ils travaillent déjà au sein des laboratoires et dans la manière dont ils construisent leur syndrome, leur maladie et leur théorie de manière générale. Voilà.